Cédric. Bien, donc je suis très heureux d'être ici pour vous présenter Thierry Metz, donc, qui est un poète très important pour moi, pas que pour moi, heureusement. Bon, je tiens à dire que je ne suis pas du tout un spécialiste de psychanalyse et de psychiatrie, mais ça m'intéresse quand même beaucoup, bien sûr, parce qu'il me semble qu'il y a quand même des liens évidents entre, en tout cas personnellement, que je ressens en tant qu'écrivain, entre l'écriture poétique et l'inconscient. Notamment parce qu'il me semble que l'écriture poétique peut se renoncer à la quête d'un sens rationnel hyper pointu et du coup s'ouvrir à ce magma intérieur qui parfois projette une sorte de missile merveilleuse, comme l'aurait peut-être dit André Breton. Après, Thierry Metz, c'est quelqu'un justement, lui, qui a une parole tout à fait différente. Je vous le présente très brièvement. C'est quelqu'un de très particulier dans le milieu de la poésie, puisqu'il était manœuvre et maçon, ce qui est quand même plutôt rare, on va dire, et qui a été connu surtout pour son journal de manœuvre publié dans la collection L'Arpenteur de Gallimard. Et c'est quelqu'un qui était, on va dire, un écorché vif, à qui est arrivé un drame absolument horrible, puisque son second fils s'est fait écraser sur la route devant ses yeux. Et en plus, il se trouve qu'il a un grand sentiment de culpabilité parce qu'il était plus ou moins alcoolique, d'ailleurs plutôt plus que moins. Et il se trouve qu'il était manifestement alcoolisé ce jour-là. Suite à cet événement, il ne s'en est jamais vraiment remis et l'écriture a été une manière de tenir debout. J'ai choisi de vous lire deux textes. Un premier qui s'appelle « Lettres à la bien-aimée ». Ce sont des lettres qu'il a écrites alors qu'il faisait un stage de maçon à l'AFPA de Périgueux, donc dans un lieu confiné, qui sont une sorte de lettres où il s'adresse à la bien-aimée qui n'est pas là. Et ce qui est frappant, je trouve, c'est qu'on retrouve les problématiques de l'être à Lucilius de Sénèque, avec cette idée de la consolation, essayer de faire un deuil impossible. Voilà. Donc d'abord, je vous commence par ce texte-là, après je vous présenterai le second. Est-ce qu'on entend au fond de la salle? Vous entendez? Oui, peut-être que tu peux te lever. Voilà. Oui. Oui, là. Très bien. Je vais essayer de pas mes livres. Bien. Bon, je parle un petit peu. Lettre à la bien-aimée. Être où le mot est une chambre. Lui voler sa blancheur, son dallage, sa table. Où peut-on imaginer que je sois avec mes mains de maçon? Là, précis comme la lèche d'un mur. Mais toujours dans la chambre où chaque soir, je t'allume un petit cahier avec des yeux de merle. J'entre ainsi, où tu es, avec mon métier, un peu d'argent, un crayon. D'autres aussi. On les voyait tout à l'heure. Non pour exister, mais pour être là, en passant. Seul contre son âme, un homme ne pèse pas lourd. Ouvrir, fermer, chaque soir, une porte, un mot, puis raconter aux gosses des histoires de chiens, de corbeaux, ou l'inverse. Ils ne s'apercevront que d'une fatigue. On n'a qu'un peu de terre dans la voie pour s'y coucher avec eux. On comprend vite ce qui s'écrit ici, vers quoi je le tourne. J'y vois des essais d'un homme à une femme, vers une mort, dans une vie. Essai d'une langue qui se donnera le temps, quoi qu'il arrive, d'être amoureuse, de lui trouver une lampe et un banc. Il ne manque rien où nos voix se tournent, faites pour l'instant, pour ce qu'il donne, de chaque côté, le reste est de chaque jour, presque nu. T'offrir une feuille encore verte, te donner un caillou, parce qu'il est blanc, parce qu'il est rond, te montrer un homme qui passe avec sa marchandise, ou les mains vides, faire que le jardin soit l'endroit où tu aimes aller. Tu reviens du travail.
Tu me caresses la joue. Les enfants sont encore dans un feuillage de mots, dans un livre. J'ai posé 2 assiettes, un plat de riz, un silence. Par où ils reviendront? Par quoi se fait le jour? Dès l'aube, dans chacune de tes mains, il faut trouver du feu, couper le bois, allumer la cuisinière. Aujourd'hui, l'écriture prend mal, tarde à réchauffer la pièce. J'allume une cigarette, tu fais du café, en attendant la neige. Quelle absence que d'écrire. Je suis ici. Tu t'occupes dans une autre pièce avec les enfants. Des trains passent devant la maison. C'est ta façon d'aller vers ce que je fais. Ta façon de sourire, de t'habiller, de mettre un peu de bleu autour de tes yeux. Nous en tirons un miel qui nourrit 3 hommes. L'écriture qui ne peut pas se contenter d'écrire, ne veut pas. Tu es là pour qu'il y ait une errance ordinaire en conflit avec ce que je suis, d'habitude, qui serait de ne plus sortir. Mais le feuillet doit rester inachevé, et dans ce mot. Ne dis rien. Je t'aime. Le reste n'est que l'histoire d'un petit village au bord d'une rivière. L'histoire d'un hibou qui nous connaît, après tant de nuits. Une petite voix que nous connaissons bien nous rend visite le soir. Une voix d'enfant qui nous raconte ce qui se passe là-bas, comment sont les gens, ce qu'on y trouve. Lentement, il nous berce, nous accompagne jusqu'au sommeil. Nous ferme les yeux. Non. Rien de tout cela. Qu'une inépuisable, inexorable absence. Rien qu'une mort. Et un nom, Vincent. Donc ça, c'est le dernier texte de Lettre à la bien-aimée. Voilà. Donc suite à ce livre, il a essayé de tenir debout et il vivait à Saint-Romain-le-Noble, dans la Lot-et-Garonne, dans une petite maison au bord d'une route nationale, du canal et de la voie ferrée. Et très rapidement, en fait, il a commencé à être violent avec ceux qu'il aimait le plus et lui-même, hein, bien sûr. Et il a commencé à avoir une vie un petit peu marginale et finalement il est attiré à Bordeaux grâce à ses éditeurs de l'époque, 2 autres éditeurs qui étaient les éditeurs d'Opale et Plein de Pages, Didier Schillinger et Didier Périse, qui ont réussi à obtenir un emploi aidé à la médiathèque de Bordeaux. Et il s'est retrouvé dans les sous-sols à ranger les livres des étudiants qui le prenaient de haut. Et ça, évidemment, venant de lui, il a très très mal vécu. Et il a réclamé à être embauché dans le service des jardins pour arrêter d'être pris de haut par des adolescents, des grands adolescents, des petits adultes, comme vous voulez, alors que lui-même était un écrivain publié chez Gallimard. Et il a fait plusieurs, on va dire, séjours volontaires dans les hôpitaux psychiatriques, dont un à Cadillac, le pavillon Charcot. Et alors qu'il était dans ce pavillon, il a fait ce qu'il a appelé l'homme qui penche, c'est-à-dire 2 carnets. Un premier, c'était octobre-novembre 96, une première fois, et ensuite il y est retourné volontairement en janvier 97. Ce dernier poème publié, on va dire, date donc de fin janvier 97, il s'est donné la mort en avril 97. Voilà. Donc, ça vraiment en tant qu'amoureux de l'écriture politique, je trouve que c'est quelque chose vraiment qui nous interroge, parce qu'on a vraiment tendance à sacraliser le pouvoir rédempteur de l'écriture, et là manifestement, on est obligé d'être humble, et se rendre compte qu'il y a peut-être des moments où ici n'est plus là, hein, pour citer certains de ces textes. Donc je vais vous lire des extraits de L'homme qui penche. Centre hospitalier de Cadillac en Gironde, pavillon Charcot, octobre 1996. C'est l'alcool. Je suis là pour me sevrer,
redevenir un homme d'eau et de thé. J'envisage les jours qui viennent avec tranquillité, de loin mais attentif. Je dois tuer quelqu'un en moi, même si je ne sais pas trop comment m'y prendre. Toute la question ici est de ne pas perdre le fil, de le lier à ce que l'on est, à ce que je suis, écrivant. Le sevrage consiste à me donner des anxiolytiques et de la vitamine B, et on me conseille de boire beaucoup d'eau. De plus, je dois rester en pyjama et ne pas trop m'éloigner du pavillon. Il n'y a pour l'instant ni visite ni téléphone, mais cela ne me dérange pas. Il y a tellement à faire à l'intérieur. Je note chaque heure ou chaque jour des choses qui n'ont sûrement aucune importance, hors du pavillon. Aujourd'hui, Aurélie a dessiné un chat et un arbre. Aujourd'hui, j'ai longuement parlé avec une jeune infirmière, une stagiaire qui s'intéresse à mon cas. À midi, Raymond a rapporté son plateau. Aujourd'hui, Denis n'allait pas bien, tellement énervé qu'on ne comprenait pas ce qu'il disait. Voilà, aujourd'hui c'est le 24 octobre. Dans le parc, les jardiniers ont commencé à ratisser les feuilles. Promenade autorisée. Enfin, dans l'enceinte de l'hôpital. Aurélie m'accompagne, elle connaît tous les pavillons et presque chaque visage. Nous croisons Bernard et Mickey qui cherchent un peu de tabac. Eux ne sortiront jamais d'ici, mais comme les morts, ils ne le savent pas. Autant Bernard soigne son apparence, autant Mickey se néglige, toujours débraillé dans les friches. Son visage aux traits lourds me plaît, ses oreilles immenses, décollées, modelées par tous les bruits du monde. Où serions-nous sans ce visage ? Patricia est toute jeune, mais déjà on lui voit des cheveux blancs. Elle reste debout toute la journée, à l'intersection des deux couloirs, côté femme, côté homme. On la force à manger, mais elle n'a jamais faim. Elle est maigre, très maigre et ne parle pas, toujours étonnée de nous voir, presque transparente, soutenue comme une brindille par un oiseau que nous ne voyons pas. Que faisiez-vous de vos journées ? Je buvais, je m'effaçais derrière ce geste. Et le travail ? Je travaillais. Était-ce important ce travail ? Pas plus que nôtre. Et je n'ai jamais manqué de faire ce qu'on attendait de moi. Est-ce que les autres savaient ? Bien sûr. Et l'écriture ? Quelques feuillets, quelques brouillons. Les mouvements d'une main, pour ne pas dire ses mouvances, mais lents et glaciaires, sans projet. Comment vous situez-vous aujourd'hui ? Par là, pas loin. Mais pas dedans. Où est-ce dedans ? Notre conversation, par exemple. Le tâtonnement d'un savoir et d'un métier. Vous, votre visage. Pendant que nous tournons autour du soleil, comme si nous étions en dehors de la lumière. Alors que tout est une approche de lumière de langage. Au moins son entrevue. Il faudrait pour cela le récit de chaque jour. Il n'y a qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui permet l'ouvrage ? Et sa persistance, sinon ce qui se dépose entre chaque jour en nous, retenu par une hypnose de la mémoire. Pour terminer, je vous lis juste le premier texte du second cahier qu'il a commencé lors de son second séjour volontaire. Janvier 97, retour au CHS de Cadillac, pavillon Charcot. Cette fois, je n'ai apporté aucun livre, seulement de quoi écrire. Je retrouve les jardiniers qui aspirent les dernières feuilles de morte et commencent à tailler les arbres. Denis, lui, est encore là, il va mieux. D'autres sont arrivés, un morceau de parole cassé à la main. C'est que l'habitant n'avait rien confié, ni précisé avant de partir. Pourquoi l'aurait-il fait ? Il n'avait rien promis. Voilà. Puis je vous laisserai découvrir les autres, parce que ce ne sont que des choix très subjectifs, bien sûr. Donc je vous invite à le découvrir par vous-même. Voilà.